Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le point lecture de l'ensemble de mes lectures du mois de janvier, hors graphique et hors un roman que je garde pour le point lecture de février. Donc on est parti, 6 romans, moyen, voilà, on va dire avec plusieurs lectures un peu mitigées, et puis voilà, quelques lectures très cool. Voilà. Donc on va démarrer comme d'habitude de ce qui m'a le moins plu à ce qui m'a le plus plu. Je pense que le gros fail de ce début d'année, ça va être ce recueil de nouvelles, Le Chat Noir et autres histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. C'est donc un recueil de nouvelles. Il y a une vingtaine de nouvelles à l'intérieur. Donc recueil de nouvelles publié en kiosque par les éditions RBA. L'objet livre, il est vraiment superbe. Vraiment, il est magnifique. C'est un livre, je trouve, qui est très agréable à lire. Alors déjà, vous pouvez le laisser comme ça, ce qui est plutôt cool sans l'abîmer. Je trouve que le papier est de bonne qualité, c'est-à-dire qu'en fait, on ne voit pas les lettres à travers. Je sais qu'il y a des gens pour qui ça pose problème lors de la lecture. Ici, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment un livre à la manipulation qui est vraiment super agréable. Bon. Ceci étant dit, on va passer plutôt sur le fond, c'est quand même plus intéressant. J'ai pas du tout adhéré à ce recueil de nouvelles. J'avais vu Laurent Lado Vintage qui avait lu également, je ne sais pas si c'était ce recueil-là ou un autre à qui ça l'avait pas fait non plus. Moi, pas particulièrement non plus. Voilà, globalement, je suis sortie très mitigée de ce recueil de nouvelles. Il y a quelques nouvelles que j'ai trouvées sympas, mais dans la majorité, je me suis clairement ennuyée. J'ai pas adhéré du tout à la manière de faire de l'auteur. Parfois, je me suis même demandé s'il n'y avait pas des soucis au niveau de la traduction. Alors, pas que la traduction est mauvaise, hein, je ne suis pas du tout capable de juger ça, mais j'avais parfois l'impression, et c'est vérifié à la fin, il y a différents traducteurs de différentes époques, et je trouve que quand on lit les nouvelles, ça se sent, c'est-à-dire que je pense que celles qui m'ont posé le plus de problèmes sont probablement celles qui ont la traduction la plus ancienne, étant probablement celle de Baudelaire. Et moi, j'ai pas accroché du tout à la manière de faire, un style très empoulé, franchement très ennuyeux, des descriptions un peu embêtantes également, voilà. Et voilà, j'ai eu du mal par rapport à ça. En plus, je trouve que par moments, peut-être également sur ces traductions les plus anciennes, on a du vocabulaire avec des mots que je n'avais jamais vu nulle part. Alors, j'ai pas du tout la prétention de connaître l'ensemble des mots présents dans le dictionnaire, mais quand même, j'ai quand même un certain niveau de vocabulaire, et là, il y avait quand même pas mal de fois où les mots, je ne les connaissais pas du tout. Il y a plusieurs nouvelles qui tournent autour de la mer, des bateaux, des choses comme ça, avec beaucoup de descriptions qui ne m'ont pas du tout passionnée, vraiment pas. Je suis pas du tout spécialiste des termes maritimes, de comment vous nommez les objets ou les choses sur un bateau. Bref, globalement, ça l'a pas fait. Certaines nouvelles étaient très denses, d'autres plus accessibles. Voilà, il y avait une variante à ce niveau-là. Dans la majorité des cas, malgré tout, je ne suis pas particulièrement rentrée dans les histoires. Il y en a une ou deux qui m'ont plu, mais franchement, sur la quantité, le livre, il fait 300 pages, il y a une bonne vingtaine de nouvelles. Ça fait quand même pas beaucoup. J'ai jamais eu peur sur aucune nouvelle. On est plutôt sur des ambiances un peu gothiques, je dirais, plutôt qu'horrifiques, quoique. Il y a certaines nouvelles où l'auteur ne tranche pas, est-ce que c'est du fantastique ou est-ce que c'est de la folie, ça c'était plutôt intéressant aussi. Mais et puis voilà, il y a des nouvelles où j'ai rien compris. Voilà, il y a des nouvelles où je suis complètement passée à côté. Donc voilà, en gros, un recueil de nouvelles qui ne m'a pas du tout emballé, pas du tout enjaillé. J'ai un autre recueil de nouvelles, alors il me semble avoir entendu que l'autre recueil était supérieur à celui-ci. J'espère franchement, parce que l'autre, si je vois qu'au bout de 3-4 nouvelles ça accroche pas, je laisserai tomber, je n'insisterai pas. Ça sera pas tout de suite parce que là j'ai pas particulièrement envie de relire des nouvelles d'Edgar Allan Poe, mais bon, il y a quand même certaines nouvelles que je suis contente d'avoir lues, notamment Le Chat Noir, qui est une de ses plus connues. Mais voilà, je suis passée à côté. Dites-moi en commentaire si vous aimez Edgar Allan Poe, et si peut-être simplement ce recueil-là, bon bah voilà, le fait pas avec moi tout simplement. Autre lecture, un petit peu mitigée également, et je suis assez déçue, c'est Last Memory de Yukito Ayatsuji, publié chez Pika dans leur collection roman. C'est donc un roman fantastique japonais. Ici, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Shingo Atano. Sa mère est malade, alors on soupçonne qu'elle a quelque chose qui s'apparente à un Alzheimer. On ne sait pas trop si c'est un Alzheimer ou si c'est une démence précoce. C'est pas trop. Et lui, eh bien, il va se mettre en quête de retrouver le passé de sa mère
en se demandant si, pourquoi pas, cette maladie ne pourrait pas avoir un lien avec bien son passé, voire son enfance. Voilà. Un résumé qui me tentait bien, vous savez que j'aime beaucoup les romans asiatiques, hein, je crois que je le dis à chaque nouvelle vidéo. J'avais beaucoup d'espoir sur ce roman et à nouveau je suis sortie assez mitigée de cette histoire. Alors d'abord j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de répétitions dans les différents chapitres et à la fin c'est expliqué, c'est un roman qui a été publié en feuilleton à l'origine par l'auteur et donc ça explique cet effet un peu répétitif par moment que j'ai eu et l'effet aussi à la fin de chaque chapitre où j'avais l'impression au chapitre suivant qu'on repartait du début. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un peu cette sensation de mais pourquoi on repart en arrière, on l'a déjà fait avant, enfin voilà. Je pense que cette publication en feuilleton explique cette sensation de répétition et parfois de refaire plusieurs fois la même chose que j'ai eu surtout au démarrage. Du coup, la conséquence de ça, c'est que j'ai eu l'impression que l'histoire a mis beaucoup de temps à partir. J'ai trouvé que c'était assez lent, voire trop lent à mon goût. Et du coup, voilà, une fois qu'on est dans la deuxième partie, j'allais dire le cœur de l'histoire, et là pour le coup, ça va beaucoup plus vite, beaucoup trop vite. Et j'ai eu l'impression d'avoir une fin un peu précipitée. Du coup, la sensation d'avoir un problème de rythme sur ce roman, quelque chose de très lent, et puis tout d'un coup ça s'accélère. Pour moi, j'ai trouvé que c'était un peu dommage. Il y a également un personnage secondaire qui s'appelle Yui, qui va aider notre personnage principal dans ses recherches. Pour moi, c'est un personnage qui n'avait aucun intérêt. J'ai pas bien vu pourquoi ce personnage était là. Pourquoi? Je sais pas. J'ai pas vu l'intérêt de ce personnage. C'est un roman qui est classé en horrifique. Je n'ai jamais eu peur à aucun moment. C'était plus pour moi du fantastique et éventuellement de l'inquiétant. Et encore, limite, moi j'ai pas du tout ni frissonné, ni eu peur, ni rien du tout. Je trouve qu'il y a un certain nombre de réponses qu'on n'a pas dans cette histoire. C'est un peu dommage, à nouveau. L'intrigue, la manière dont l'auteur nous la narre, ça reste linéaire tout le long de l'histoire. J'ai pas eu la sensation d'avoir des rebondissements, des twists ou une accélération de l'histoire. Non, j'ai lu l'histoire de manière... Tous les enchaînements étaient assez logiques, peut-être un petit peu trop faciles. Finalement, quand j'ai refermé le roman, j'ai eu cette sensation de... Alors, un peu tout ça pour ça, et un peu, finalement, il ne s'est pas passé grand-chose dans cette histoire, et c'est un peu dommage. On est également dans ce roman quasiment uniquement, si je me rappelle bien, dans la tête de Shingo. Alors, c'est intéressant par moments, mais j'avoue que le côté répétitif et un peu chouineur, au bout d'un moment, c'est un peu fatigant quand même. Le point de vue interne, je me rends compte, c'est pas forcément ce que je préfère tout le temps. Et là, en l'occurrence, les différents personnages, notamment le personnage principal, n'est pas particulièrement attachant. Voilà, j'ai pas eu beaucoup d'empathie pour Shingo. Dans la deuxième partie de l'histoire, c'est-à-dire celle où vraiment il se passe des choses, entre guillemets, la thématique, elle était pourtant intéressante. Je trouve qu'elle n'est pas forcément bien développée, bien exploitée. Bon, voilà. Je suis un peu... je suis déçue, je suis mitigée de cette lecture. Voilà, je pense que vous l'avez compris. C'est un livre qui l'a moyennement fait avec moi, c'est dommage. C'est l'auteur également qui a écrit Another. Donc ici, Another, moi j'ai vu l'animé que j'avais beaucoup aimé. Est-ce que je me lancerai dans le roman là, maintenant, tout de suite? Je vais vous dire non, clairement. Je suis pas de ouf derrière ce texte. Mais bon, pourquoi pas relire l'auteur à l'occasion, mais bon, pas dans l'immédiat, voir si c'est juste ce roman qu'il n'a pas fait ou si c'est sa manière de faire. Parce que là, je pense que le côté publication en feuilleton a eu quand même une incidence sur mon avis sur le roman. Voilà, une lecture un peu mitigée. Je ne peux pas forcément vous la recommander particulièrement. Je pense qu'en roman asiatique, il doit y avoir, et il y a, à mon sens, bien meilleur que ce titre. Un autre titre qui m'a fait passer un bon moment, on va dire, c'est celui-ci, Les temps ultramodernes de Laurent Genefort. C'est publié chez Albin Michel Imaginaire, que je remercie de m'avoir envoyé. J'ai lu ce roman en lecture commune avec Dorian, Monsieur Cabric, et avec Caroline de la chaîne Carolive. Je mettrai l'heure de compte en barre d'informations. Ici, c'est un roman choral. On va être dans la tête de 4 personnages, si je me rappelle bien. On est dans un Paris du début XXe siècle, un Paris uchronique, un Paris dans lequel un métal qui s'appelle la cavorite a été découvert juste avant le début du XIXe siècle, et un métal qui a notamment la capacité de faire léviter
on va dire, voler différents objets. Donc c'est un métal qui a complètement révolutionné le monde et Paris notamment. Au moment où démarre cette histoire, nous, eh bien, on s'est rendu compte que la cavorite, qu'on pensait alors ressource inépuisable et puis métal magique, on va dire, eh bien que ce métal a une durée de vie, c'est-à-dire qu'on finit par se rendre compte que ce métal, eh bien, la société tourne beaucoup tout autour. Or, eh bien, il va arriver, il va être épuisé, et de un, et de deux, ses capacités de faire voler les objets, elles aussi, elles s'érodent et elles disparaissent au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que des immeubles qu'on avait fait léviter, eh bien, vont finir par s'écrouler. Et en parallèle, on découvre que l'humanité a colonisé Mars et que l'on vit sur Mars. Voilà, donc on est dans un roman choral, dans un Paris uchronique, vraiment super intéressant. L'auteur a vraiment extrêmement bien développé son Paris uchronique, toute la partie historique qui se déroule en France, à Paris principalement, elle est extrêmement intéressante, extrêmement documentée. Il mélange des événements historiques qui ont existé, sauf qu'ils ne vont pas forcément avoir les mêmes conséquences. Je pense notamment à la crise de 29, qui n'a pas lieu en 29, qui n'est pas due aux mêmes raisons que la vraie crise de 29, qui a lieu en 1923, c'est ça, et qui... du coup, voilà, les événements historiques sont là, mais pas forcément à la même date, n'ont pas forcément les mêmes conséquences et ne sont pas forcément dus aux mêmes événements. Voilà, mais du coup, c'était, moi j'ai trouvé ça bien fait, bien construit, toute cette partie-là, partie historique qui était plutôt intéressante et vraiment, moi j'ai trouvé en tout cas très travaillé. Au début, j'étais vraiment assez immergée dans ce Paris, dans ce nouveau Paris, on va dire. Malheureusement, au bout d'un moment, quand bien même l'univers il était vraiment chouette, j'ai commencé à m'ennuyer un petit peu, à trouver que l'histoire elle mettait du temps à démarrer et que finalement tout ce contexte historique, on est quand même sur un roman qui ne fait que 450 pages. Je crois que j'étais au bout de 100 pages et je me suis dit mais en fait quelle va être l'histoire, quoi, quel va être le cœur de l'histoire. Donc dans les 100 premières pages, l'auteur il nous fait découvrir son Paris à lui, mais également les 4 personnages qu'on va suivre. Donc on a une institutrice, on a un artiste qui arrive à Paris, on a un flic et on a un médecin qui a été radié pour des raisons assez atroces. Et du coup, on va suivre ces 4 personnages. Alors certes, il faut du temps pour présenter les personnages, il faut du temps pour présenter Paris, mais bon, arrivé au bout de 100-150 pages, il ne s'était pas passé finalement grand-chose, et je voyais toujours pas où l'auteur voulait nous emmener. Donc j'ai trouvé que le début était un petit peu lent. Même si je trouvais que le roman choral c'est une idée intéressante, c'est une idée que je trouve toujours très intéressante et assez dynamique. Les 4 personnages qu'on va suivre ne sont pas aussi attachants les uns que les autres, et notamment je pense à l'artiste qui s'appelle, je crois, Gabriel, si je ne me trompe pas du nom du personnage. Je crois que c'était Gabriel, c'est un personnage qui ne m'a pas passionnée. On est un peu dans un mélange avec un Paris anarchiste de cette époque qui ne m'a pas du tout intéressée ni branchée plus que ça. Voilà, donc les personnages, on les aime pas de la même manière, donc c'est un peu dommage. On a une petite alternance de chapitres avec à chaque fois des explications du monde et comment a été utilisée la cavorite, comment elle a été découverte et quelles sont les conséquences. Ça c'est toujours intéressant aussi. Et puis on a une deuxième partie de l'histoire qui au bout d'un moment va se dérouler sur Mars. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi ni comment. Et alors là j'ai commencé malheureusement à avoir un certain nombre d'incohérences. C'est-à-dire qu'on est sur Mars, mais à Mars, ça aurait pu se passer sur la Terre, c'était pareil, quoi. Je trouvais ça dommage d'utiliser Mars, mais pas comme si on était vraiment dans l'espace. Et ce qui m'a gênée aussi par rapport à ça, c'est que Mars, c'est comme la Terre, quoi. C'est-à-dire que vous avez des forêts, vous avez les gens qui vivent, qui font du vélo et tout ça, et c'est pas expliqué. Et alors les capacités de la cavorite, à mon sens en tout cas, n'expliquent pas tout ce que l'être humain a fait sur Mars. J'avoue que je suis restée un peu sceptique. On n'avait pas d'explication par rapport à ça. Et là, j'ai trouvé que c'était un peu incohérent. Notamment, on respire sur Mars. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que ça va être compliqué de respirer sur Mars, hein, comme ça. Et je vois pas en quoi la cavorite aurait pu influer sur ça. Bref, ça nous est pas expliqué. Du coup, j'ai eu un sentiment d'incohérence. J'aurais aimé avoir des explications par rapport à ça. Je ne les ai pas eues. Et puis on a une fin qui à mon sens est également un peu rapide. Et cette deuxième partie pour moi elle souffre un petit peu du syndrome qu'on a en fantasy. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le fameux ta gueule c'est magique, hein. Vous voyez, c'est le truc quand l'auteur nous explique pas forcément les choses et que l'argument ultime c'est cherche pas c'est magique.
Et ben là, j'avais eu un peu cette impression-là du cherche pas, c'est la cavorite. Et, sauf que pour moi, en fonction de ce qu'on nous explique de la cavorite, bah, je vois pas en quoi ça a pu avoir autant d'incidence sur Mars. Voilà, bref. Si vous avez lu Les temps ultramodernes, n'hésitez pas à venir m'en parler, je serais ravie d'échanger avec vous. Donc vous comprenez qu'il y a des choses que j'ai bien aimées, des choses que j'ai moins aimées. Donc voilà, je pense que si vous vous laissez emporter par le côté très uchronique et très historique de ce pari, vous allez beaucoup aimer ce roman. Ah, si comme moi, c'est quelque chose qui vous a intéressé, mais au bout d'un moment, vous avez fini un petit peu par décrocher malgré tout, voilà, vous allez avoir une lecture un petit peu comme la mienne, un petit peu plus mitigée, voilà. Mais j'ai d'autres titres de Laurent Genefort dans ma palle et j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Il y a notamment, je crois, il a écrit Au mal. Il me semble que c'est lui. Moi, je dois avoir la première intégrale. Et voilà, pourquoi pas le découvrir dans autre chose parce que, déjà, j'ai oublié de le dire, mais c'est extrêmement bien écrit, vraiment, clairement. Ça, à ce niveau-là, c'est vraiment très très bien. Ça se lit tout seul, hein. Vraiment, ça se lit tout seul. La construction, elle est également plutôt cool, voilà. Donc, si vous intéresse, c'est peut-être plutôt le côté uchronique, franchement, allez-y, ça reste un roman, je pense. Voilà, j'ai vu beaucoup de gens qui avaient beaucoup aimé ce titre, avec toujours ce petit bémol sur la fin qu'on est nombreux à avoir trouvé très rapide. Mais c'est un roman qui a des qualités. Avec moi, ça l'a moyennement fait, mais je pense qu'avec d'autres lecteurs, ça le fera. Et d'ailleurs, ça l'a également très bien fait. Autre roman qui était une relecture, et donc j'ai tenu pour le moment mon challenge de relire Entretien avec un vampire d'Anne Rice, publié chez Pocket. Donc j'ai démarré ma relecture des Chroniques des vampires. J'ai organisé une petite lecture commune sur Instagram autour de ce premier tome. Merci à ceux qui m'ont accompagné durant le mois de janvier. Alors, Entretien avec un vampire, si jamais vous ne connaissez pas, si jamais vous n'avez pas vu le film, on va donc faire la rencontre du vampire qui s'appelle Louis. Et tout au début de l'histoire, il rencontre un journaliste et il va donc raconter sa vie. Comment il est devenu vampire, grâce à qui ou à cause de qui, ça dépend de quel point de vue on se place. Et donc, il va raconter sa vie à ce journaliste. Donc, on est encore une fois, enfin, je dis encore une fois par rapport à Last Memory, on est en point de vue interne tout au long du roman. Alors déjà, quand j'ai relu ce roman, j'avais oublié à quel point l'écriture d'Anne Rice, alors je ne vais pas dire exigeante, mais elle nécessite un petit peu de concentration. Elle a une écriture qui est vraiment poétique, qui est très belle, une écriture, je pense qu'on peut qualifier de gothique. Donc c'est une écriture qui a un rythme assez lent. On est en point de vue interne, donc on va être dans la tête de Louis en permanence. Louis qui se pose beaucoup de questions par rapport à sa condition de vampire, par rapport à son humanité. C'est assez intéressant, mais en même temps, ça ralentit un petit peu l'histoire. Et puis parfois, le personnage de Louis, il peut être assez agaçant. Moi, c'est vrai qu'à de nombreuses reprises, j'ai eu envie de le secouer quand même, malgré tout. On va découvrir à travers ses yeux le monde des vampires, en tout cas commencer à le découvrir, puisqu'il va être beaucoup plus vaste que ce que Louis va voir et ce qu'il va nous montrer dans ce premier tome. Donc voilà, un point de vue interne, Louis qui est un personnage qui est assez ambivalent, qui n'est pas forcément toujours très attachant. J'aurais tendance à dire qu'il a tendance à beaucoup se recentrer sur Louis, se plaindre. Il a peut-être un côté un peu égocentrique par moment, égoïste plutôt qu'égocentrique d'ailleurs. L'écriture d'Anne Rice, donc je le disais, assez gothique, une écriture assez sensuelle également. On a une forte dimension malgré tout, tension sexuelle on va dire dans ce roman sur à plusieurs moments, sur plusieurs thématiques. Alors il est vrai que la créature du vampire en elle-même, dans beaucoup de textes, elle a cette tension sexuelle. Elle est présente ici, on ne va pas le nier, que ça soit entre Louis et Lestat, mais également entre Louis et Claudia. Claudia qui est donc cette petite fille qui va être transformée en vampire et qui donc ne va jamais vieillir, en tout cas physiquement. Il y a eu plusieurs scènes qui m'ont malgré tout mise mal à l'aise par rapport à ce personnage. Alors comme quoi votre lecture elle évolue en fonction de vous-même également, puisque ce que je l'avais lu quand j'ai lu la première fois, le personnage de Claudia et cette relation qu'elle a avec Louis ne m'avait pas dérangée. J'avoue que là dans cette relecture il y a eu des moments où je me suis un peu sentie mal à l'aise par rapport à certaines scènes. Il y a des choses qu'Anne Rice se dit ou laisse deviner. Et je me suis vraiment posé question, je me suis dit, mais est-ce qu'il se passe ce que je suis en train de lire ou est-ce que pas du tout? Est-ce que c'est moi qui extrapole? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est sur un amour pur? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la volonté d'Anne Rice de laisser cette ambiguïté? C'est une possibilité également, les vampires étant des créatures ambiguës, forcément, de par leur nature.
Donc on est sur une ambiance globalement noire, glauque, parfois assez crade aussi, hein, si vous êtes un petit peu sensible des scènes un peu dures. Voilà, passez votre chemin. Alors c'est pas le cœur du roman du tout, on n'est pas du tout dans du gore. On est vraiment dans quelque chose, une ambiance un peu malsaine, vraiment. Et voilà, moi ça a été une chouette relecture. J'ai eu un petit peu mal au début, le temps de me remettre dans ce style d'écriture. Et en plus du fait qu'au début, on n'a pas de chapitre, alors ça m'a beaucoup perturbée au démarrage. Et je ne suis pas la seule, hein, il y a d'autres personnes sur la lecture commune que ça a un peu dérangé aussi. Donc j'avais oublié, l'écriture d'Anne Rice, elle avait ce côté un peu dur. Alors je ne veux pas dire exigeant, parce que je ne pense pas que ça soit exigeant, mais c'est une écriture vraiment particulière. C'était écrit quand même en 1976, ça valait le coup de re-regarder la date. Je garde un meilleur souvenir finalement de Lestat, qui est le tome d'après, que je lirai en mars. Oui, je le lirai en mars. Donc voilà, un roman que j'ai beaucoup aimé relire ce roman, revoir certains vampires qu'on va revoir plus tard dans la saga. Et j'étais contente de redécouvrir ce texte 1976, bien avant Twilight, réinvention, réinterprétation du mythe du vampire. J'étais contente de le relire et de revoir et de retrouver en quoi sa réécriture du vampire était différente de ce qu'on connaissait à l'époque. Et effectivement, on est sur des vampires qui se posent des questions sur leur humanité, sur ce qu'est un être humain, sur ce qu'ils sont, sur quel est leur lien avec Dieu. Alors il y a également une forte présence de la religion dans ce roman, ce qui n'est pas forcément ce que je préfère honnêtement. Mais voilà, c'était très cool. J'étais très contente de le relire. Merci donc à ceux qui m'ont accompagnée sur Instagram. Et je lirai Lestat, la suite, en mars. Il me semble que Lestat, il est un peu plus gros. Il doit faire autour de je crois que c'est 700 pages, Lestat. Mais c'est un personnage que j'ai aussi pris plaisir à retrouver ici. Voilà. Et que je prendrai plaisir à relire également dans son propre tome. On va passer à mes 2 meilleures lectures du mois de janvier. La première, ça a été La ligne verte de Stephen King, publié au livre de poche, que j'ai lu avec le groupe Un King par mois ensemble sur Facebook. Je vous incite à venir nous rejoindre. Le live où on parle de ce roman est disponible sur le groupe Facebook en replay. N'hésitez pas à aller le voir. La ligne verte, j'avais beaucoup d'appréhension avant de le lire. Je ne l'avais jamais lu, celui-ci. Par contre, comme beaucoup, j'avais vu le film il y a quelques années. C'est vrai que j'avais mis du temps à le relire pour 2 raisons. Déjà, j'espérais que le film s'efface un petit peu de ma mémoire. Et ensuite, j'ai tellement été émue par le film que j'avais peur de lire ce roman et d'en être complètement bouleversée. Ça n'a pas été le cas. Je garde quand même le film pour moi... En termes d'émotion, il a été plus puissant pour moi que le livre, et pour une raison très simple, parce que je l'ai vu avant. Je l'ai vu avant, et là, le film est une adaptation tellement fidèle du roman, c'est assez incroyable. Je trouve que c'est peut-être, de ce que j'ai vu, une des adaptations de romans les plus fidèles que j'ai vues. Vraiment, j'en suis convaincue. Et en plus, quand j'ai lu La ligne verte, les personnages, pour moi, ils avaient la tête des comédiens. C'était mort. C'était pas la peine que King me les décrive. C'était Tom Hanks. C'était l'ensemble des comédiens qu'on voit dans le film. Il n'y avait pas d'autre possibilité pour moi que voir les comédiens du film. Et finalement, même en relisant le roman, je me suis souvenue de scènes du film. Et voilà, j'ai eu beaucoup de mal malgré tout à me détacher de ce film. Alors, si jamais vous n'avez jamais vu ou lu La ligne verte, parce que je m'emballe, mais je ne vous raconte pas de quoi ce roman parle, on est dans une prison. Je ne sais plus dans quelle ville ou quel état des États-Unis on est. On est dans une prison avec un groupe de surveillants qui travaillent dans le quartier des condamnés à mort. Et on va suivre principalement Paul Edgecombe, qui était le chef de ce quartier des condamnés à mort. Et un jour va arriver dans son quartier John Caffey, un homme noir qui est condamné à mort pour le viol et l'assassinat de 2 petites filles. Quel roman!
Quel roman, quelle histoire. Je peux même dire quelle histoire, puisque je ne peux pas le détacher du film. Quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire. Bien évidemment, ici, Stephen King va nous parler à sa façon de la peine de mort. Bien évidemment, il va vous faire douter. Bien évidemment, il va vous émouvoir. Ce personnage de John Caffey, c'est un personnage incroyable. Mais tous, en fait, ils sont incroyables. Le chef de ce quartier, il est ouf, joué par Tom Hanks dans le film, mais pas que. On a cette fameuse jingle, cette petite souris, on a cette fameuse scène qui arrive aux 2/3 du roman, que moi je savais qu'elle allait arriver puisque je me rappelais du film, mais si vous n'avez pas vu le film, cette scène, elle va vous bouleverser, vous terrifier, il y a des passages du roman qui sont incroyables, il y a des répliques qu'ils ont repris dans le film qui sont tellement marquantes et tellement puissantes. C'est un roman incroyable, c'est un film incroyable, je ne peux pas dire autre chose que ça. J'ai aimé la manière dont Stephen King aborde également le sujet de la peine de mort, c'est-à-dire qu'il aurait pu jouer la facilité et nous montrer que des salauds, c'est pas le cas. Il va nous montrer également que dans les couloirs de la mort, il y a des salauds et des gens qui quelque part méritent leur peine. Il y a des innocents comme John Caffey, et également il va nous parler bien évidemment du racisme. Et puis il va nous parler aussi de la rédemption. Et moi j'ai beaucoup aimé cette manière qu'a eu King de nous dire voilà dans les couloirs de la mort on a ça, voilà. J'ai pas de réponse, j'ai pas de solution, mais voilà ce qui peut se passer dans les couloirs de la mort. Et j'ai beaucoup aimé, vraiment, j'ai beaucoup aimé la manière dont Stephen King aborde la peine de mort avec son écriture assez incroyable. Si jamais vous ne le savez pas, c'est un roman qui a été publié à l'origine en feuilleton dans les années 90. En France, il avait été publié alors chez les fameux folios. Alors maintenant, c'est les folios 2 €, mais à l'époque, c'était les 10 francs, je crois que ça coûtait. Et, excusez-moi. Et c'était un tous les mois ou un tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que certains ont remarqué des espèces de petites répétitions comme ça qui ont pu éventuellement les gêner. Moi, ça n'a pas été le cas puisque je savais que ça a été publié comme ça. Et encore, le texte, comme il est republié en un seul roman, il a été un petit peu aménagé. Probablement qu'ils ont retiré un certain nombre de répétitions qu'on avait dans les versions feuilleton. Voilà, moi j'ai passé un excellent moment. Lisez La Ligne Verte, lisez-le. Et puis après, regardez le film et puis revenez m'en parler une fois que vous aurez lu et ou vu le film. C'est un King qui vaut largement le coup. Si je n'avais pas vu le film, il aurait été clairement un énorme coup de cœur. C'est pas le cas, j'avais vu le film avant, c'est juste resté une très bonne lecture, mais malheureusement du coup c'est pas un coup de cœur, mais il va rester dans ma bibliothèque et il va rester dans mon cœur pendant de très nombreuses années, le roman et le film. Et donc je vais terminer par toute autre chose, mais ma meilleure lecture du mois de janvier, et de loin, c'est Troupe 52 de Nick Cutter, publié chez J'ai lu. C'est un roman, oui on peut dire horrifique, qui était fortement recommandé par Jodie des Livres de la Crypte. Je crois que ça fait partie de ses romans préférés. Je l'ai adoré. Je l'ai adoré, mais vraiment adoré. Je l'ai dévoré. Troupe 52, c'est quoi? Troupe 52, on va suivre un groupe de 4 jeunes garçons scouts qui vont aller s'isoler sur un week-end avec leur chef scout. Alors, ils y vont pour essayer de gagner un badge ou pour faire une activité spécifique. Je crois qu'ils doivent, entre guillemets, aller se perdre dans la forêt sur cette petite île. Et puis, ils doivent réussir à revenir à leur campement, quelque chose comme ça. Donc ils viennent d'arriver, on doit être le vendredi soir, ils viennent d'arriver sur l'île avec leur chef. Et en même temps que sur l'île arrive un homme qui n'a pas l'air en très bonne santé et que leur chef scout, Tim, eh bien, va récupérer et va ramener au campement. Je vais m'arrêter là, je n'en dirai pas plus pour vous laisser la surprise de la découverte. Alors déjà, trigger warning, c'est un roman qui est très gore, très sanglant, très trash, très crade. Si vous êtes sensible, passez votre chemin. Je vous le dis tout de suite, c'est pas pour vous. Voilà, si vous n'avez jamais vu de film d'horreur, si vous sursautez à la moindre porte qui claque, ne lisez pas Troupe 52, c'est pas un roman pour vous. Par contre, on est dans de l'horreur gore, on n'est pas forcément dans de l'horreur d'ambiance, avec une ambiance spécifique, non, hein. On est sur un roman
qui m'a beaucoup fait penser à des films d'horreur hein, que j'ai pu voir il y a quelques années. Un roman qui est extrêmement visuel et très cinématographique, vraiment. Donc voilà, si c'est pas du tout votre cam, passez votre chemin. Je peux pas dire que c'est un roman qui m'ait forcément fait peur, mais c'est un roman que j'ai vraiment trouvé. Il y a de nombreuses reprises, j'ai fait, vous savez, le fameux ah, voilà, le truc un peu crade, oh c'est affreux, voilà, plutôt ce genre d'horreur un peu gore, enfin, très gore, même très très gore. Ici, on va être, vous vous doutez, dans un classique huis clos, hein, puisqu'on va avoir ces 5 personnages, 6 personnages avec cet homme qui arrive sur l'île, sur cette petite île. Que va-t-il se passer? Vous savez très bien que, j'allais dire, une des thématiques classiques des huis clos, c'est que se passe-t-il quand un certain nombre de personnages se retrouvent isolés, tout seuls, là en l'occurrence sur une île. Les règles sociales, les règles de société, de bonne vie en société vont sauter. Que va-t-il se passer? Les personnalités vont se révéler. Les gens gentils sont-ils vraiment gentils? Les gens méchants sont-ils vraiment méchants? Est-ce que certains cachent quelque chose ou pas? Voilà, c'est un classique du huis clos et moi c'est vrai que j'aime beaucoup, c'est une thématique que j'aime bien. Honnêtement, le style, il n'est pas incroyable, hein, il ne faut pas le lire forcément pour avoir une écriture, mais c'est hyper addictif, moi j'ai adoré, c'était vraiment excellent. J'ai été en empathie vraiment beaucoup avec ces garçons qui vont essayer de survivre sur cette île. J'ai également beaucoup aimé la construction parce qu'en fait on va suivre donc ces personnages sur l'île et puis alors pas entre chaque chapitre hein, mais entre alors je vais pas aller trop loin. Entre certains chapitres, on a des choses comme ça. Voilà, qui sont là par exemple on a registre de preuves, cabinet de consultation psychologique. Je vais pas m'arrêter, je vais pas vous dire de qui, de quoi, on va s'arrêter là. Donc on a entre certains chapitres des interviews ou des extraits de dossiers qui vont vous expliquer en fait ce qui s'est passé et qui vont vous expliquer ce qui est en train de se passer également pendant que ces adolescents sont sur l'île. J'ai beaucoup aimé cette construction. Moi j'avoue que j'aime assez hein, quand l'histoire comme ça se dévoile au fur et à mesure et que vous voyez le truc et vous vous dites oh mon dieu oh mon dieu et que les personnages sur l'île eux finalement ils n'ont pas cette information que vous avez. Moi ça j'ai beaucoup aimé. C'est une histoire qui honnêtement si vous avez vu déjà beaucoup de films d'horreur. Alors, est-ce que j'ai vu un film d'horreur avec ça? Je suis pas certaine. Moi, je suis pas certaine, mais ça fait très longtemps que je regarde plus de films d'horreur. Peut-être que cette thématique existe, mais je ne l'ai jamais vue. Donc, vous n'êtes pas sur une thématique classique. Ça, c'est vrai, c'était vraiment cool. Ça, franchement, c'était cool. Voilà, vous avez compris, c'est un roman. Est-ce que je peux le qualifier de popcorn? Ouais, c'est un roman popcorn. Si vous aimez les films d'horreur et si vous aimez vous faire un petit peu peur ou si vous aimez voilà les choses un peu crades, vraiment un peu crades. Ah oui, j'ai oublié, ne mangez pas en lisant ce roman. Je vous le déconseille. Franchement, je vous le déconseille. Mais si vous aimez le genre, franchement, allez-y. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé Troupe 52. Je sais qu'il a écrit un autre roman, Little Heaven, je crois, qui a l'air d'être moins bien noté que celui-ci. Apparemment, celui-ci, ça a l'air d'être son masterpiece, son chef-d'œuvre. Mais moi j'ai quand même envie de le découvrir dans autre chose, c'était vraiment très cool. Si jamais vous connaissez des romans, j'aurais tendance à dire des romans, ce que j'appelle des romans popcorn, des romans que vous verriez très très bien imaginer en film et que vous pourriez regarder en mangeant du popcorn, bon là, je répète, pas forcément en mangeant, mais vous avez compris l'idée. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que franchement, moi j'ai adoré, c'était vraiment excellent, vraiment excellent. Et je ne regrette pas d'avoir suivi l'avis de Jodie des livres de la crypte et c'était le titre que je voulais absolument lire parmi tous les romans que j'avais lus, que j'avais mis dans les challenges de la crypte. Et c'était super cool, vraiment je ne regrette pas, vous avez compris, j'ai adoré, c'est un petit coup de cœur. Et si vous n'êtes pas trop sensible, je vous le recommande. C'était donc le dernier des 6 romans de ce point lecture. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu les romans dont je viens de parler, si vous êtes du même avis que moi ou pas du tout. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si jamais le contenu vous convient, à me suivre également sur Instagram où je partage très régulièrement mes nouvelles lectures. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!